bonsoir à tous. Donc, je suis Mounira Karoubi, je suis ingénieure d'études cliniques et étudiante en deuxième année de thèse, donc au centre de référence des amyloses cardiaques. Donc, je travaille avec le professeur Damy. Et donc, je tenais tout d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc, je vais vous présenter les analyses de mon étude, dans une étude rétrospective concernant les modes de décès des amyloses cardiaques. Donc tout d'abord une brève, un petit peu de littérature. Donc j'ai sélectionné 3 papiers qui ont été publiés ces 3 dernières années sur les modes de décès des amyloses cardiaques. Donc le premier papier que vous voyez ici est celui du docteur Al Galarondo qui a été publié dans Amyloïd cette année et qui s'est intéressé à une cohorte de patients atteints d'amylose héréditaire et décédés après une greffe hépatique. Donc, je vais pas m'attarder sur ce papier-là parce que du coup, il va vous présenter ces données lors de la prochaine présentation. Ensuite, le deuxième papier que vous voyez ici, c'est une étude d'une équipe autrichienne qui, à partir d'une cohorte de patients de 101 patients atteints d'amylose AL et amylose sénile, s'est intéressée aux origines de décès de 29 patients. Et ils ont retrouvé, comme on peut le voir ici, 80 patients décédés d'origine cardiovasculaire et 20% des patients qui étaient décédés de causes non cardiovasculaires. Et si on s'intéresse de façon plus précise au mode cardiovasculaire, on voit ici qu'il y a 2 causes cardiovasculaires qui ressortent. C'est 65% des patients qui sont décédés à cause de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et ici 15% des patients qui sont décédés de mort subite. Ensuite, pour terminer, un troisième papier plus récent qui cette fois-ci aussi a étudié une cohorte de patients atteints d'amylose AL et d'amylose sénile. Donc cette fois-ci, on avait 124 patients, 59 décès ont été retrouvés, avec une prédominance des décès d'origine cardiovasculaire, 66,8%, et 27,1% des décès d'origine non cardiovasculaire. Et donc, comme on peut le voir sur les 2 schémas ici, en rouge, pour les décès d'origine cardiovasculaire, on retrouve comme cause de décès principale l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, 67,9% des décès pour les amyloses AL et 83,3% des décès pour les amyloses séniles. Et pour les causes de décès d'origine non cardiovasculaire, on retrouve comme cause principale la septicémie et les infections pulmonaires, 11,4% pour les amyloses AL et 13,3% pour les amyloses séniles. Donc, l'objectif de notre étude a été, les 2 objectifs de notre étude ont été tout d'abord de définir 3 choses, les modes, les causes de décès et l'événement terminal. Donc je reviendrai par la suite sur chacune des définitions. Et ensuite de déterminer les modes et les causes de décès, et ce en fonction de chaque type d'amylose, donc AL, héréditaire et sénile. Donc, pour revenir à la définition, donc pour la petite histoire, quand on a débuté ce travail avec Thibaut, on avait l'ensemble des comptes rendus de décès des patients. On ne savait pas exactement quelle était la méthodologie qu'il fallait adopter et tout. Et puis, en reprenant un peu ce qui a été fait dans la littérature, on avait ressorti un papier qui avait été publié sur une cohorte de patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée sur l'étude clinique e-préserve. Et en fait, ils avaient proposé 3 définitions différentes pour justement classer les modes de décès. Donc la première, on a le mode de décès ici, qui correspond au premier événement apparu avant le décès. Ensuite, on a la cause de décès, qui permet d'imputer le décès du patient à une cause précise. Et enfin, l'événement terminal, qui correspond au dernier événement apparu au cours du décès. Donc, pour schématiser un petit peu ces définitions, donc, on va imaginer un petit scénario. Donc, il y a un patient qui se présente aux urgences pour une fièvre. Il est hospitalisé et au cours de son hospitalisation, on retrouve une bactériémie positive à Escherichia coli. Ensuite, le patient va présenter un tableau de décompensation cardiaque et malheureusement, il décède à la suite d'un état de choc. Donc, si on prend les 3 définitions et nos 3 étapes ici, donc on peut classer le mode de décès, donc l'infection, donc le sepsis, comme donc le mode de décès, donc d'origine non cardiovasculaire, la décompensation cardiaque ici comme étant la cause de décès et l'événement terminal, donc qui est apparu juste avant le décès, qui est l'état de choc.
Donc, notre cohorte, on a appelé la cohorte amylodette, en fait. Donc, on est parti de notre base de données en cardiologie. On a identifié 1050 patients adressés pour une suspicion d'amylose cardiaque entre 2010 et 2016. À partir des 1050 patients, on a identifié 566 patients avec un diagnostic d'amylose cardiaque confirmé. Donc ici, vous avez les caractéristiques de ces patients avec un âge médian de 71 ans. On avait 68% d'hommes, 213 en classe NYHA 3-4, un TFRO-BNP médian avec un peu moins de 3000 picogrammes par millilitre et une FEVG préservée. Donc, à partir de ces 566 patients, on a identifié 160 décès, soit 28% de nos amyloses cardiaques. Donc ici, vous avez la courbe de survie des patients avec un follow-up de 60 mois où on voit que les 3 courbes se distinguent de façon significative avec les amyloses AL, ici en rouge, qui décèdent plus rapidement que les amyloses héréditaires et les amyloses séniles. Je ne vais pas montrer ça, et on a fait une deuxième courbe de survie que je ne vais pas montrer ici, mais c'est juste pour, par rapport aux amyloses héréditaires, on a essayé de comparer les différentes mutations neurologiques mixtes et cardiaques, et on a retrouvé en fait que justement les amyloses avec des mutations cardiaques décédaient plus rapidement que les deux autres types de populations. Et donc, parmi les 160 décès, on a ici la répartition en fonction de chaque type d'amylose. Donc, on avait 40% de nos décès pour les patients AL, 20% des héréditaires et 26% des amyloses séniles. Donc, comment on a fait? Donc, on a procédé d'abord par un classement de nos modes de décès. Donc, on a classé les modes de décès en 3 classes différentes: cardiovasculaires, non cardiovasculaires et les ENO. Donc, les ENO, c'était les patients pour lesquels on n'avait aucun élément concernant le décès, pas de compte-rendu, pas de témoignage de la part de la famille, ni du médecin traitant, ni quoi que ce soit. Et donc, on a ensuite enlevé cette population de nos analyses. Et donc, quand on voit cette figure, donc, ce qui ressort, en fait, de façon assez flagrante, que c'est le mode cardiovasculaire, et ce en fonction de tout type d'amylose, qui est le mode majoritaire de décès des patients, avec 64% des patients. Et encore une fois, quel que soit le type d'amylose. Et quand on voit la répartition en fonction des AL, des héréditaires et des séniles, on voit bien ici que ce sont les amyloses AL, 31%, qui décèdent le plus d'un mode de décès d'origine cardiovasculaire. Donc ensuite, à partir du moment où on avait bien classé les modes de décès en cardiovasculaire et non cardiovasculaire, il a fallu ensuite trouver une façon de différencier les causes de décès. Donc si on s'intéresse au mode de décès cardiovasculaire, donc, on a ensuite identifié 6 causes de décès que l'on voit ici. Donc, tout ce qui était lié à des procédures cardiovasculaires, l'embolie pulmonaire, l'AVC, la mort subite, tout ce qui était lié aux thromboses et l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et donc, sur cette figure, c'est bien la cause aggravation de l'insuffisance cardiaque qui prédomine par rapport aux autres causes, avec 74% des patients qui décèdent d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, avec une distribution homogène entre les 3 types d'amylose, AL, héréditaire et sénile. Mais on voit aussi que la mort subite est bien présente, donc 20% des décès sont dus à une mort subite, avec notamment ici, pour les amyloses AL, 29% des décès pour les amyloses AL qui sont dus à une mort subite. Ensuite, concernant les modes de décès extracardiologiques, donc les causes de décès des modes de décès extracardiologiques, donc là on en a identifié 5: la cachexie, l'hémorragie, les infections, tout ce qui était les décès après une transplantation hépatique, et l'insuffisance rénale. Et là ici, c'est l'infection qui ressort justement comme cause de décès prédominante, avec 83% des décès, et ce, quel que soit le type d'amylose, avec, comme pour l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, une répartition homogène entre les 3 types d'amylose. Donc, si on reste sur cette diapo et qu'on regarde d'un peu plus près les infections, on s'est dit, on a cette cause qui ressort, on va regarder quel est l'organe infecté qui ressort le plus parmi la cause infectieuse. Et donc là,
on voit ici sur cette figure que c'est l'infection pulmonaire et la septicémie qui sont les deux groupes qui ressortent, qui prédominent, avec dans le groupe des infections pulmonaires les amyloses AL et les amyloses héréditaires qui décèdent le plus d'infections pulmonaires. Par contre, dans le groupe des septicémies, ce sont les amyloses séniles qui prédominent. Donc, pour terminer, malgré donc, les différences cliniques, de symptômes, d'atteinte de ces différents types d'amylose, le mode de décès le plus fréquent donc, que l'on retrouve, c'est le mode de décès cardiovasculaire, avec une cause cardiaque principale qui est liée à une aggravation de l'insuffisance cardiaque et notamment, enfin plus précisément chez les amyloses AL, plus de mort subite que pour les autres amyloses ATTR. Et pour le mode de décès d'origine extracardiologique, la cause la plus récurrente est l'infection, avec l'infection pulmonaire et la septicémie. Donc, l'une des limites de notre travail est qu'on n'a pas de groupe contrôle, en fait, d'un groupe de patients insuffisants cardiaques, où on aurait pu comparer justement nos données avec ce groupe contrôle-là. Et comme perspective, il y a donc la nécessité de données supplémentaires pour les patients traités par tafamidis ou par les chimiothérapies pour les amyloses AL et la nécessité de mettre en place aussi des mesures préventives, notamment au niveau de l'antibiothérapie, la vaccination ou des indications peut-être plus précises pour les poses de PM ou de DAI. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, Mounira, tu nous as, parmi les amyloses héréditaires, je pense qu'il y en a qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque. Celles-là, quand tu les compares aux amyloses sauvages, est-ce que les courbes se rejoignent ou est-ce qu'elles restent encore éloignées? On n'a pas regardé l'atteinte, en fait, les différentes atteintes pour les amyloses héréditaires. On n'a pas fait d'analyse par rapport à ça. Oui, Arnaud. Bravo pour cette excellente présentation. Il n'y a pas beaucoup de morts subites. Quel pourcentage de vos patients étaient appareillés, avaient un DEF ou un pacemaker? Alors, on a... Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais pour les... On avait 4 patients... Non, je ne sais plus c'était combien. On avait, parmi tous les patients qui étaient appareillés, juste 4 patients. Donc, il y a Mélanie qui m'aide. Donc il y avait 4 patients appareillés et c'est des 4 patients qui étaient décédés en fait, quoi. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Compte tenu de l'âge relativement élevé des patients, est-ce que vous avez constaté des embolies pulmonaires ou une maladie thromboembolique veineuse? Si on reprend le graphe, je ne sais pas comment faire. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Sur le graphe que j'ai présenté, c'était pas du tout la cause qui ressortait le plus par rapport aux autres causes qu'on avait. J'ai une petite question. Juste, vous avez prévu de faire des analyses statistiques supplémentaires pour des analyses multivariées, parce que c'est vrai que là, on ne voit pas tellement le poids de l'âge. Quand vous nous montrez les courbes de survie, on voit effectivement c'est significatif, avec une surmortalité pour certaines amyloses sous-jacentes, mais je pense qu'il y a quand même un poids de l'âge. Et puis ma deuxième question, autant on comprend assez bien chez les patients avec une amylose AL qui vont recevoir des traitements assez lourds, pour les causes infectieuses, on est un petit peu surpris de voir que finalement il y a la même incidence des complications infectieuses pour les deux autres groupes. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce qu'on en sait un petit peu sur, je ne sais pas si vous aviez chez ces patients des dosages de CD4, est-ce qu'ils ont des hypogammaglobulinémies, en dehors de l'amylose AL où je sais qu'on les suit très bien? Un des messages quand même relativement importants de votre travail, là je pense, c'est que les causes infectieuses, même dans les autres types d'amylose, il faut quand même les prendre en considération. Est-ce que vous avez des données un peu supplémentaires? Alors pour répondre à la première question, oui, on a effectivement des analyses. On va faire effectivement des analyses multivariées pour essayer de voir si c'est des facteurs prédictifs qu'on va préparer justement pour notre papier. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, non, on n'a pas regardé dans le détail, mais compte tenu des comptes rendus qu'on avait et des éléments qu'on a aussi dans notre base de données, c'est pas des choses qu'on avait en fait. On n'a pas à disposition ces éléments-là pour répondre.
En fait, je peux aider Mounira parce qu'elle est très modeste, elle ne veut pas montrer. Et puis, elle attendait qu'on lui mette ses slides en backup qui n'arrivent pas. Si vous pouvez lui remettre ses slides, elle pourra répondre. Et en fait, si tu veux, c'est ça qui est crucial. C'est s'il y a des infections, on peut les prévenir. Donc, on a essayé de regarder avec Mounira quels étaient les types d'infections qu'avaient les patients et quels étaient les germes, par exemple, qui infectaient les patients. Et ce qui sort en fait dans les amyloses séniles, c'est beaucoup, pas tous, mais une grande partie dans les septicémites, parce qu'on est obligé de diviser ce qui est fait dans les autres papiers, septicémie, gut infection, péritonitis, etc. C'est des germes digestifs. Et on voit que nos patients, effectivement, séniles, ils ont des troubles du transit qui sont très négligés en fait, dans la prise en charge de ces patients très cardiaques, qui est lié probablement au diurétique, qui est lié à l'infiltration amyloïde digestive. Donc on n'a pas encore tout dépouillé. Mais clairement, il faut s'occuper de leur transit parce qu'ils font des bactériémies et des péritonites, des infections digestives et des septicémies. Vous voyez, elle vous a mis les colis, etc. Et vous retrouvez plein de bactériémies sur des stases digestives. Et donc ça, c'est peut-être un moyen de les prévenir et de faire une prise en charge chez les patients TTR ou AL qui ont des troubles du transit. Finalement, c'est peut-être nous, cardiologues aussi, ce qu'on doit faire, parce que les germes, ils passent dans le sang, ils se mettent sur les matériels, ils ont des septicémies, etc. Et on a regardé avec Mounira s'il y avait l'albumine qui jouait, la dénutrition, on n'a pas trouvé de relation chez les séniles. Voilà. Et pour répondre à Arnaud sur les pacemakers et les défibrillateurs, il y avait, je crois, Mounira, tu me corrigeras, 12 patients qui étaient décédés de mort subite, on a regardé dans les différents groupes, et il y en avait toujours 2 tiers qui n'avaient pas de pacemaker ou défibrillateur, 1 tiers qui avait des pacemakers ou des défibrillateurs. Après, les groupes sont tellement petits que ça devient difficile quand même d'aller chercher si le DEF a prévenu, pas prévenu, etc. Donc il y a eu des morts, des patients qui n'étaient pas appareillés. Donc c'est vrai qu'après, il faut qu'on regarde pourquoi ils n'étaient pas appareillés, qu'est-ce qu'on a raté, où est-ce qu'on aurait dû, où est-ce que on n'était pas... Bon, après, il y a toujours la dissociation électromécanique qui ne va pas servir à grand-chose, mais il y en avait qui avaient des DF et qui sont morts de mort subite. Toute question. Je voulais faire une remarque, mais Thibault a en grande partie répondu. C'est que j'ai bien apprécié l'approche, on va dire, si on veut employer un mot un peu pénant, je dirais, aristotélicienne de l'analyse des causes, avec une cause finale. Alors, je ne sais pas, quand on meurt du cœur, c'est un arrêt du cœur quand même. Là. Mais bon, vous avez choisi une approche comme ça de causes successives. Et la difficulté de cette approche, c'est justement qu'il y a toujours une cause autre avant. Et c'est exactement ça pour l'infection. C'est-à-dire que finalement, pourquoi ils font une infection ? Et alors la réponse, c'est que c'est digestif, comme dans le petit cas que vous aviez présenté avec une septicémie à colibacille. Et que donc finalement, c'est quand même encore l'amylose qui est présente et qui est la cause des soucis. Donc, je trouvais que c'était intéressant comme approche. Pour t'expliquer, Gilles, en fait, c'est extrêmement complexe. Et donc, quand on s'est lancé là-dedans avec Mounira, on pensait que ça va être facile, etc. Parce qu'on a regardé ce que faisaient les autres, on y va direct. Et en fait, on a mis plus d'1 an et demi quasiment à réussir à déterminer ça. Et on a fait des comités d'adjudication indépendants, 2 comités avec plusieurs personnes qui ont chacun déterminé ce que eux pensaient être la mode, le cause et le terminal event. Et puis après, on a fusionné nos données. Puis après, on est parti en pleurant, on a tout recommencé. Et puis après, jusqu'à ce qu'on trouve un consensus et un 3e quand on n'était pas d'accord. Et on voit, ce qui est très important, c'est à quel point c'est compliqué d'adjudiquer la mode, le cause, etc. Et ça nous a permis de comprendre aussi que dans les essais thérapeutiques, ils doivent se tirer les cheveux pour savoir si c'est une cause cardiaque, pas cardiaque. Et c'est un travail vraiment... si c'est scientifiquement mené comme ça, c'est vraiment pas simple. C'est pas si simple que ça de déterminer la cause de décès, le mode. Et bien entendu, c'est ce que je voulais souligner. D'ailleurs, c'est une cause qu'on a, une difficulté qu'on a chaque fois qu'on remplit un certificat de décès. En tout cas, je l'ai toujours, alors que je suis à quelques mois de la retraite. Tu peux mettre arrêt du cœur, c'est bon, je pense qu'on t'en non, mais oui, mais justement, tu sais bien qu'on te demande la cause finale et puis les autres, donc c'est une question finalement très difficile.